Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Première séance de questions d'actualité au gouvernement dans un Sénat renouvelé. Parmi les thèmes cet après-midi, le budget, l'Europe ou encore la situation des collectivités territoriales, sans oublier l'avenir d'Alstom. C'est à suivre en direct sur notre antenne dans un quart d'heure. Le Sénat votera-t-il le budget? L'examen débute aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. La droite sénatoriale est très critique sur le premier projet de loi de finances du quinquennat Macron. Pour Gérard Larcher, les zones de flou sont trop nombreuses. Vous l'entendrez dans un instant. Les fonctionnaires dans la rue, ils manifestent contre le gel du point d'indice, le rétablissement de la journée de carence et la suppression annoncée de 120 000 postes. Une manifestation unitaire du jamais vu depuis 10 ans. Le décryptage à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Mickaël Zamès en direct du Sénat. Nous serons également en direct du cortège parisien avec Tam Tra Nuit. Le multiplex, c'est tout de suite. La grève des fonctionnaires, près de 5 millions d'agents publics étaient appelés à manifester pour protester contre des mesures jugées inacceptables selon eux. À Paris, ils étaient particulièrement mobilisés, près de 400 000 dans toute la France selon les premières estimations de la CGT. Il faut dire qu'ils répondaient à l'appel de tous les syndicats. Tam Tra Nuit avec Stéphane Amalian. Pour la première fois depuis 10 ans, l'ensemble des syndicats s'est mobilisé pour dénoncer les réformes de la fonction publique. C'est pas en diminuant le nombre de fonctionnaires, c'est pas en les payant moins bien, c'est pas en rétablissant la journée de carence qu'on va améliorer le service rendu aux usagers. On alourdit nos tâches, on revient sur nos repos, on nous pique nos 35 heures, on nous attaque, on nous remet un jour de carence. Ça sert à rien, on continuera à s'arrêter parce qu'on a des boulots pénibles, on a mal. Au cœur des préoccupations, 3 mesures. La suppression de 120 000 postes, le gel des salaires et le rétablissement du jour de carence. On ferait mieux de se poser la question pourquoi il y a une telle souffrance au travail. Mais comme le gouvernement et le président de la République ne savent pas ce que c'est que le travail, eh bien on répond à côté de la plaque. Donc allons dans les administrations, allons voir les agents travailler, allons dans les hôpitaux et vous verrez qu'il y a une vraie souffrance. Et quand on est à bout, c'est valable pour toutes les professions, eh bien on est malade. Et la réponse, ça ne peut pas être la mise en place d'un jour de carence. Dans le cortège, des personnalités politiques de gauche entendent accentuer la pression sur le gouvernement. Face à la contestation des chauffeurs routiers, il avait effectivement reculé, ce qui signifie que si l'ensemble du monde du travail se lève collectivement, et si ces manifestations qui continuent, s'amplifient, eh bien oui, nous sommes en mesure de faire reculer le gouvernement. La manifestation a été suivie sur l'ensemble du territoire, à Lyon notamment, où se trouvait le leader de Force ouvrière. C'est une logique d'austérité qui perdure et qui finit par remettre en cause l'existence même du service public. On a aussi des inquiétudes sur le fait que certaines missions de service public, on ne sait pas encore lesquelles, pourraient être transférées au secteur privé. Donc on parle des crèches, on parle de toute une série de choses, donc là aussi on tire la sonnette d'alarme. La CGT espère capitaliser sur cette journée et avoir le même front uni sur les prochaines mobilisations. Jean-Claude Mailly s'y est montré favorable. Et je vous propose d'écouter la réaction de François Omry, le président de la CFE-CGC. Il était au micro de Tam Tra Nuit. Oui, en un mot, pouvez-vous nous dire quelles sont vos revendications aujourd'hui dans cette journée de manifestation? Principalement, c'est le pouvoir d'achat. On a enregistré une baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires de l'ordre de 15 à 20% en 15 ans. Ça devient vraiment insupportable. La revendication numéro 1, c'est la baisse du pouvoir d'achat et donc la revalorisation nécessaire du point d'indice. Après, la deuxième revendication, elle est d'ordre général et elle s'exprime de manière différente suivant les services, suivant les ministères. C'est la dégradation des conditions de travail. Et cette dégradation des conditions de travail, elle est directement proportionnelle avec la contrainte qui est mise sur les budgets des organisations, avec l'adoption de méthodes pour partout où les directions de services pensent que c'est possible, réduire les coûts et en vérité créer des conditions très dégradées de travail pour les agents de la fonction publique. Je pourrais rajouter à ça, c'est entre les deux, les heures supplémentaires non rémunérées dans certaines fonctions.
C'est une mobilisation importante, inédite quasiment de la part des fonctionnaires depuis quasiment une dizaine d'années. Mais est-ce que dans l'ensemble, vous ne voyez pas quand même un front syndical divisé sur l'ensemble des luttes contre le gouvernement aujourd'hui? Non, pas du tout. Déjà, la journée d'aujourd'hui est particulièrement remarquable. Vous l'avez dit vous-même, depuis 10 ans, c'est la première manifestation de toutes les organisations syndicales de la fonction, représentant dans la fonction publique. Et croyez-moi, c'est pas rien. Et c'est à la mesure de la gravité du problème. Après, qu'il y ait différentes appréciations sur les modalités d'action sur l'ensemble des sujets, et y compris sur les sujets qui touchent le privé, moi ça ne me dérange pas. Ce qui est important au fond, c'est que nous portions la même analyse sur les propositions du gouvernement, en l'occurrence s'agissant des ordonnances, une analyse extrêmement négative et inquiète sur l'avenir. Est-ce que vous êtes rassuré par le coup de braquet mis à gauche depuis ce week-end? Est-ce que pour vous, c'est réel, ou est-ce que c'est de la communication de la part du gouvernement qui va avoir des annonces sur la formation professionnelle, notamment pour la fin de semaine? Moi, je ne juge plus tellement des annonces. J'attends de savoir ce que le gouvernement projette de faire concrètement. On a été pris un peu au piège de la concertation qu'a organisé le gouvernement cet été sur les ordonnances. Moi, j'ai envie de savoir ce que concrètement le gouvernement veut faire sur l'assurance chômage en particulier, sur la formation professionnelle et après le gros dossier des retraites. Moi, maintenant, je veux juger sur les propositions concrètes du gouvernement et négocier, si je suis invité à le faire, sur ces propositions une fois qu'elles seront écrites. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Tam, et on vous retrouvera tout au long de cette édition. À moins de 10 minutes maintenant de la première séance de questions d'actualité au gouvernement, on retrouve Mickaël Zamès en direct de la salle des conférences. Votre premier invité dans ce multiplex, c'est Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat. Oui, Didier Guillaume, mais c'est vrai qu'on allait partir sur les questions des manifestations, et puis on s'est dit quand même que c'était les premières questions d'actualité au Sénat. Ça méritait d'en parler. Votre groupe aujourd'hui, comment aborde-t-il ces questions d'actualité, et comment justement allez-vous parler au gouvernement lorsque vous allez poser les questions? Ce sera une forme d'opposition constructive? Non, mais la première question est celle de Vincent Eblé, le nouveau président de la Commission des Finances, qui va interroger le Premier ministre sur le budget, en indiquant qu'il y avait un certain nombre de points qui ne nous convenaient pas, notamment sur l'autonomie des collectivités locales, notamment sur les plus pauvres, avec la baisse de l'APL, sur la baisse des contrats aidés. Et parallèlement à cela, la réforme de l'ISF fait que symboliquement, les riches seront moins taxés. Donc il faut que ce gouvernement entende ce message et comprenne qu'il y a besoin, dans le cadre de son budget, d'une petite rectification, d'une grosse rectification, je ne sais pas comment on doit dire, une rectification, afin que les Françaises et les Français entendent un discours d'équilibre. Moi, je suis pour la flexi-sécurité. Pour l'instant, j'ai beaucoup entendu parler de flexibilité, mais assez peu de sécurité pour les salariés. C'est ça le sujet. Salariés et fonctionnaires aujourd'hui qui sont dans la rue, notamment surtout pour les fonctionnaires, bien évidemment. Est-ce que ces manifestations, à vos yeux, sont justifiées? Oui, mais le droit de grève est... Non, ces manifestations-là sur le mot d'ordre. Oui, je pense que les fonctionnaires ont raison de se faire entendre et de dire, voilà, nous avons des inquiétudes sur notre statut, sur la baisse du nombre de fonctionnaires, sur notre rémunération. Donc il est normal que les fonctionnaires se mettent en grève, un droit de grève constitutionnel, pour dire, attention, il y a des augmentations de pouvoir d'achat pour les salariés du privé, c'est excellent. Et nous aussi, nous devons avoir cela. Nous verrons bien les négociations. J'ai compris que le président Macron lui-même recevait des délégations de syndicats de fonctionnaires. Nous verrons bien comment ça sort. Mais moi, j'appelle vraiment le gouvernement à faire un effort en direction des fonctionnaires et en direction des Français les moins aisés. Je crois que c'est important. J'entends les mesures qui sont prises, l'augmentation du minimum vieillesse, l'augmentation de l'allocation adulte handicapé, la fin ou la baisse sur plusieurs années de la taxe d'habitation. Tout cela va dans le bon sens pour l'augmentation du pouvoir d'achat, mais il y a parallèlement des symboles qui, moi, me heurtent un petit peu, mais j'ai cru comprendre qu'à l'Assemblée nationale... Lequel, si vous devez donner c'est symbolique, les yachts et les jets privés, il y en a très peu en France. Mais enfin... La politique, c'est aussi une affaire de symbole. Et j'ai entendu que la majorité, La République En Marche à l'Assemblée nationale, voulait avancer sur ce sujet. J'en suis ravi et j'espère qu'ils le feront. Merci beaucoup Didier Guillaume d'avoir répondu à nos questions. Vous voyez peut-être sur les images juste à côté, Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement est là. On va voir, Monsieur Castaner, est-ce que vous acceptez de nous dire un petit mot, peut-être au dépourvu, un petit mot, voilà exactement, vous discutiez tout à l'heure avec Didier Guillaume. Didier Guillaume à l'instant nous dit il faut que le gouvernement fasse un effort, notamment au vu des fonctionnaires,
et notamment sur le rapport à la CSG. Est-ce que vous confirmez que demain, il y aura des annonces qui seront faites dans ce sens? Sur la CSG, il n'y a pas d'annonce particulière, si ce n'est l'engagement du gouvernement, faire en sorte qu'en aucun cas, l'augmentation de la CSG, qui, je vous le rappelle, a comme vocation à donner du pouvoir d'achat aux travailleurs, n'aura comme conséquence de diminuer le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Et donc la CSG sera intégralement compensée, et donc il n'y aura aucun effet négatif de la CSG. Mais en même temps, ce qui compte, c'est le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Il augmentera en 2017 de 3,7% en moyenne pour la fonction publique d'État. Et il augmentera dans tous les cas l'année prochaine d'environ 2%. C'est pas négligeable, parce que c'est effectivement l'État, mais ça vaut aussi pour la fonction publique hospitalière ou la fonction publique territoriale, même si les taux ne sont pas les mêmes que ceux que je viens de vous indiquer, pour être complet et honnête. Ce sont quand même des augmentations qui doivent être payées par les collectivités employeurs ou par l'État. Vous estimez que ça correspond aux efforts que vous demandez à l'instant, Didier Guillaume, sur notre antenne? Peut-être les efforts toujours à faire un effort, mais est-ce que vous estimez que c'est un petit pas vers la gauche en sorte? Non, vous savez, accompagner les fonctionnaires n'est pas de gauche ou de droite. Je pense qu'aujourd'hui, reconnaître la qualité de l'engagement de notre fonction publique en France n'appartient pas à tel ou tel camp politique, ni même au parti La République En Marche. Moi, j'entends dans les manifestations une inquiétude, une perte de sens sur l'engagement dans la fonction publique. Je crois que la première des priorités, c'est peut-être de redonner du sens à l'action, de redonner de la confiance, d'aider à moderniser, d'aider à se former aux nouveaux métiers. Nous engagerons d'ici la fin de la mandature 1,5 milliard d'euros pour la formation de nos fonctionnaires. Le président doit recevoir les syndicats dans les jours qui viennent pour parler des autres dossiers, formation professionnelle, apprentissage. Est-ce que vous estimez que le dialogue, parce qu'on a entendu des mots dans les manifestations aujourd'hui, le dialogue continue avec le gouvernement ou il y a une forme de rupture? Vous savez, même si à un moment donné on constate un désaccord, le dialogue a lieu. Il a eu lieu sur les ordonnances, près de 300 heures de discussion avec les partenaires sociaux, une centaine de réunions. Il aura lieu demain sur la formation et sur l'apprentissage. Mais le dialogue ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec tel ou avec tous. Parce que si nous devions être d'accord avec tous, je pense des syndicats patronaux jusqu'aux syndicats salariés, on aurait des difficultés ou alors en gros on ne ferait pas grand-chose. Le point d'accord serait assez proche du néant. L'objectif c'est de faire des choses. Le président de la République a été élu sur un engagement de faire. Les parlementaires élus en juin l'ont été aussi sur un engagement de faire bouger les lignes et c'est ce que nous devons faire. Dernier tout petit mot, ce sont les premières questions d'actualité au Sénat. Comment est-ce que vous les voyez, vous, ces questions d'actualité, la différence Assemblée-Sénat finalement? C'est assez différent. L'Assemblée, c'est un moment un exutoire, avec beaucoup de cris, beaucoup de bruit. Le Sénat est une Assemblée beaucoup plus sage dans son expression et beaucoup plus mobilisée sur les sujets du quotidien de nos territoires en particulier, mais aussi sur des sujets politiques. Oui, l'exercice est différent. L'un est plus bruyant, l'autre est plus studieux. Dans tous les cas, il s'agit d'un exercice de contrôle de l'activité du gouvernement. C'est un moment démocratique nécessaire et utile. Merci beaucoup Christophe Castaner. On verra si ces questions sont sages ou pas, vous nous direz en sortant. Merci, à tout à l'heure Delphine. Merci à vous, Mickaël. Et justement, vous évoquiez le premier budget du quinquennat. L'examen commence aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Alors, passera-t-il le cap du Sénat? Ce matin, Gérard Larcher, le président de la Haute Assemblée, était l'invité de notre matinale à Territoire d'Info. Il dénonce, je cite, des zones de flou. On l'écoute. Avant de noter, je veux examiner en profondeur. Je veux dialoguer aussi avec mes collègues de la Commission des Finances, avec le rapporteur général. Je crois que avant de mettre une note, il faut avoir examiné la copie totalement. Il y a beaucoup de zones de flou. Je pense aux collectivités territoriales. Vous le voyez aussi par rapport aux équilibres. Nous voyons bien que les baisses d'impôts, c'est essentiellement les engagements que François Hollande avait pris en quelque sorte en viager. Donc, et que le gouvernement doit honorer. Et que nous avons par contre des hausses d'impôts plus importantes, je pense à la fiscalité écologique, plus 1 milliard par rapport au discours de politique générale. Et je pense que la question de la CSG, c'est une marque présidentielle. Il va falloir l'assumer, mais il faut en mesurer les conséquences. Alors justement, que vont faire les sénateurs? Bruno Retailleau, le président du groupe LR, a déjà prévenu. Il votera contre Fabien Riquer et Loïs Grégoire. Édouard Philippe est venu ce matin mobiliser ses troupes au Sénat en prévision du budget 2018, le premier du quinquennat. Une bataille qui s'annonce compliquée pour le gouvernement, même si l'exécutif se montre confiant. Moi, je suis déterminé à faire en sorte que le débat se passe dans de bonnes conditions et puis ensuite chacun fera valoir ses arguments. Moi, je crois au débat parlementaire et je crois à l'échange avec les parlementaires. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. À gauche, certains sénateurs fustigent ce nouveau budget 2018 et dénoncent une injustice sociale.
Moi j'estime que c'est un budget qui cherche des coupables. Coupables les fonctionnaires, coupables les feignants, les assistés. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'irai à la manifestation cet après-midi aux côtés des syndicats qui se sont réunis. Le texte divise, plusieurs courants se dessinent au sein de la gauche au Sénat. Par exemple, le président de la commission des finances est bien plus modéré. Il y a évidemment un certain nombre de questions qui vont nécessiter, je dirais, des inflexions. D'ailleurs, on voit qu'avant même que le travail n'ait débuté chez nos collègues députés à l'Assemblée nationale, il y a déjà des évolutions du texte gouvernemental, par exemple sur la question de la fiscalité immobilière. Si à droite on salue un effort de réduction du déficit, pour la majorité sénatoriale, le compte n'y est pas. La CSG sur les retraités, la réforme imparfaite de la fiscalité immobilière, des augmentations d'impôts, je pense en particulier à la fiscalité environnementale, et puis des économies qui sont insuffisantes. Il faudra sans doute qu'on corrige pas mal la copie. La copie sera revue par les sénateurs début novembre et le texte sera débattu en séance publique le 23 novembre prochain. Allez, place aux questions d'actualité, direction l'hémicycle et on se retrouve après pour le débrief. On regroupe aussi quand il y a 3 petites écoles, par exemple. Nous, on n'a pas de son. Hein. Mais il n'y a pas de son à l'antenne ou c'est que nous, là ? Dorénavant, quel que soit le groupe, réplique incluse. Seul le Premier ministre a une horloge spéciale ici, mais dont il usera avec la modération et la mesure, comme tous les Normands, toute chose avec mesure. La parole est maintenant au président Claude Malhuret pour le groupe République et Territoires, les Indépendants. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, notre groupe se définit dans sa déclaration politique constitutive comme libéral, social et européen. Nous avons donc suivi avec beaucoup d'attention le récent discours du Président de la République à la Sorbonne sur l'avenir de l'Europe. Ces objectifs sont ambitieux: convergence sociale et fiscale, réforme des institutions, création d'une force commune d'intervention, etc. Et nous approuvons ces objectifs. Mais pour qu'ils puissent se réaliser, la condition est celle qui existe depuis 60 ans de construction européenne, c'est que la France et l'Allemagne parlent d'une même voix pour pouvoir entraîner nos partenaires européens. Or, il se trouve que les récentes élections au Bundestag vont sans doute contraindre la chancelière allemande à former une coalition au sein de laquelle certains partis ont déjà annoncé leur scepticisme, voire même leur hostilité face à certaines de ces propositions. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, je ne sais pas qui me répond, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Les récents contacts que vous avez eus avec vos partenaires allemands depuis 10 jours vous permettent-ils de penser que ces obstacles puissent être levés? Et pouvez-vous plus précisément nous indiquer si vous avez déjà une idée de la feuille de route qui pourrait être suivie pour parvenir à ces objectifs annoncés? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Malhuret, c'est moi qui vous réponds, car au Sénat comme à l'Assemblée nationale, je crois, il est d'usage que le Premier ministre réponde au Président de groupe. Je le fais évidemment bien volontiers. Je voudrais d'abord, sans vouloir déborder sur le temps qui m'est imparti, Monsieur le Président, féliciter tous ceux d'entre vous qui siègent aujourd'hui et particulièrement, bien entendu, ceux qui, le 24 septembre dernier, ont été élus ou réélus sénateurs. Permettez-moi d'associer à ces félicitations républicaines Monsieur le Président du Sénat et de vous dire, Monsieur le Président, combien c'est un plaisir de vous retrouver dans cet hémicycle. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous m'interrompez, Monsieur le Président. À titre exceptionnel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les récents résultats des élections législatives en Allemagne ont donné les résultats que nous connaissons. C'est un fait.
Ces élections ont montré la victoire, en tout cas la victoire de la CDU. Et comme c'est souvent le cas en Allemagne, la chancelière, celle qui était désignée par le parti principal, doit constituer une coalition pour gouverner. C'est un fait. Elle va s'y employer. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces élections? Le président de la République, le 26 septembre dernier, à la Sorbonne, a proposé à l'ensemble de nos partenaires européens de retrouver le sens de l'ambition collective qui avait été celui à l'origine de la construction européenne et d'avancer plus vite dans un certain nombre de domaines, le numérique, la zone euro, la convergence sociale et fiscale ou encore la transition écologique. 2 jours plus tard, Monsieur le Président, le 28 septembre, lors du sommet informel qui s'est tenu à Tallinn, tous les chefs d'État et de gouvernement se sont accordés sur un constat partagé et au fond évident. L'Europe doit se transformer. Si elle veut répondre à la promesse initiale, elle doit se transformer, car tout le monde voit bien que son fonctionnement actuel n'est pas à la hauteur des enjeux qu'elle doit relever. Le chemin qui a été tracé par le président de la République et l'ambition du projet qu'il a proposé ont été salués, et singulièrement par la chancelière Madame Merkel et par l'Allemagne. Nous sommes donc tous d'accord sur l'objectif. Il nous faut dessiner un nouvel horizon commun et remettre l'Europe en mouvement. C'est indispensable. Je dirais, Monsieur le Président, que la discussion ne fait que commencer. Il était sain que la France formule sa position. Utile qu'elle dise où elle voulait aller et quelles propositions elle formulait. Mais maintenant, la discussion va se nouer entre les États, à l'intérieur du Parlement européen, et je l'espère, dans le même sens que ce qu'a indiqué Monsieur le Président de la République, dans les peuples eux-mêmes. Car cette discussion, elle doit avant tout être populaire, nationale, afin qu'on puisse avancer. Et la feuille de route qui a été fixée permettra, lors du Conseil européen du 19 et 20 octobre, puis lors du Conseil suivant des 14 et 15 décembre, de discuter entre les chefs d'État et les chefs de gouvernement de ces propositions, mais aussi de celles qui ont été formulées par le président Juncker, lors de son intervention il y a quelques semaines. Ce qui est lancé, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est une dynamique, et c'est peut-être à certains égards une course contre la montre. Nous devons impérativement faire en sorte que l'Europe ne se satisfasse pas de la situation dans laquelle elle se trouve et qu'elle se remette en mouvement. C'est le sens des propositions fortes qui ont été formulées par le président de la République et c'est, j'espère, le début d'un débat auquel tous ici et au-delà de cet hémicycle nous participerons. Merci. Monsieur Malhuret, vous souhaitez répondre, vous avez 32 secondes. Merci Monsieur le Premier ministre. Au cours de cette mandature, il nous arrivera d'approuver vos propositions et nous le dirons franchement et en faisant fi d'éventuels procès d'intention qui nous taxeraient d'alignement. Il nous arrivera aussi d'être en désaccord et je peux vous dire, nous le dirons tout aussi franchement, mais certainement sans arrière-pensée tactique ou électorale. Mais sur le sujet européen, nous serons à vos côtés chaque fois que vous proposerez de faire progresser et de faire en sorte que l'Europe soit plus forte, plus unie et plus influente dans le monde. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Bruno Gilles pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous avons tous en mémoire les visages de Laura et de Maurane. L'une voulait être médecin, l'autre infirmière. Elles ont été sauvagement assassinées par un tueur radicalisé, aux cris et aux méthodes qui ne laissent aucun doute sur ses motivations. Nos pensées vont bien sûr tout d'abord en indicible tristesse de leur famille. Mais comment ne pas ressentir une colère profonde face à une telle abomination ? Même si nous en avons tous conscience que le risque zéro n'existe pas contre le terrorisme, interrogeons-nous sur le fait de savoir si le pire aurait pu être évité. Et force est de constater que la tragédie de Marseille n'aurait jamais dû se produire.
Comment expliquer en effet qu'un clandestin, délinquant, multirécidiviste, arrêté à 7 reprises et sous 7 noms différents, dont la dernière fois la veille du double meurtre, ait pu se promener librement sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille? Comment ne pas être indigné lorsqu'on apprend que le tueur, au moment où il a tué, aurait dû être dans un centre de rétention? Allez-vous enfin, Monsieur le Premier ministre, sortir de cette hypocrisie qui demande finalement au Parlement de voter toujours plus de lois alors que leur application apparaît bien aléatoire? Quelles mesures, Monsieur le Premier ministre, comptez-vous mettre en œuvre pour que les lois que nous votons ici au Parlement soient enfin, et je dirais même tout simplement, appliquées? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur Collomb. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bruno Gilles, pour moi, ce dimanche 1er octobre a été un dimanche d'horreur. J'étais avec mes 2 filles qui ont 13 ans et 9 ans. Nous déjeunions ensemble et à 2 heures, j'ai appris la nouvelle. Cet attentat horrible contre ces 2 jeunes filles. Je me suis immédiatement rendu à Marseille pour regarder les circonstances dans lesquelles s'était produit cet attentat. Et puis, j'ai appris ce qui s'était passé avant le vol à Lyon, la mise en garde à vue, puis la libération. J'ai immédiatement diligenté une enquête de l'inspection générale de l'administration dont je rendrai les conclusions publiques dans 1 heure. Je l'aurai envoyé auparavant aux familles. Nous leur devons la vérité. Je veux vous dire aussi que nos services aujourd'hui sont pleinement engagés pour que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cet attentat et vous le verrez dans les prochaines semaines, elle sera faite. Merci, Monsieur Gilles. Oui, Monsieur le Président, lutter efficacement contre le terrorisme, on l'a bien compris, passe par une dimension policière et judiciaire. Mais la guerre que nous livrent les terroristes est aussi une guerre de sens qui vise à conquérir les esprits. Le déni de réalité face au totalitarisme islamique est flagrant, paralyse malheureusement notre État. Une violence extrême gangrène notre pays. Le combat est donc aussi culturel. Merci. La parole est à notre collègue Jean-François Longeot pour le groupe de l'Union centriste et pour 2 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État en charge de la transition écologique et solidaire. Le 23 février dernier, notre Haute Assemblée adoptait une proposition de loi prévoyant le maintien des compétences eau et assainissement dans les compétences optionnelles des communautés de communes. Cette proposition permettait de répondre aux attentes des élus locaux de nos territoires et surtout de laisser la liberté nécessaire dans l'organisation des compétences du bloc communal. Or, la commission des lois de l'Assemblée nationale vient de rejeter ce texte lors de sa séance du 4 octobre dernier. De même, lors d'un entretien récent à la Gazette des communes, vous avez annoncé une fin de non-recevoir sur cette question, alors que toutes les associations d'élus réclament un assouplissement de cette mesure prévue par la loi NOTRe. Ce choix est particulièrement inopportun, puisqu'il dépossède les élus de nos territoires ruraux de tout choix, alors que depuis des décennies, ils ont su mettre en place des solutions adaptées à la géographie et aux contraintes de leur territoire. Des choix qui ont permis d'assurer la gestion de ces compétences au prix le plus juste. Au prix le plus juste pour l'intérêt de nos habitants, pour l'intérêt de nos concitoyens. Pourquoi casser ce qui fonctionne? Sans doute pour construire des édifices incertains.
Votre gouvernement prétend défendre la liberté et la juste organisation des collectivités. Soutenir cette proposition de loi serait un signe positif vis-à-vis des élus locaux. Dans ces conditions, Monsieur le ministre, n'est-il pas urgent d'entendre cette demande des élus locaux, en leur redonnant confiance, en leur redonnant liberté d'action, en leur redonnant un peu d'attention? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la ministre Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues sénateurs, encore pour quelques jours. Monsieur Jean-François Longeot, je connais bien la préoccupation, bien sûr, du Sénat sur le transfert de l'eau et de l'assainissement rendu obligatoire par la loi NOTRe. Il en était de même pour d'autres préoccupations comme les compétences économiques pour les départements qui sont passés à la région ou encore pour les transports scolaires. Je reviens sur le sujet, ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, le gouvernement a pensé, suite d'ailleurs à la demande de nombreux élus, qu'il fallait arrêter de changer les lois sans arrêt, qu'il fallait faire une pause dans la législation. C'est la raison pour laquelle il n'est pas envisagé de revenir sur l'ensemble de ces compétences transférées dans la loi NOTRe. Cependant, la remarque de la mutualisation qui a été faite souvent dans les territoires, en créant des syndicats, en créant, ou en même, alors que c'est non obligatoire, de le transférer aux intercommunalités, ce qui existe dans de nombreuses intercommunalités. Nous savons les préoccupations, nous les connaissons, et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons de réfléchir à un certain nombre de problèmes. Je suis sensible, par exemple, au problème des élus des montagnes qui m'ont expliqué leurs problèmes particuliers pour la ressource en eau. Celle des maires qui s'interrogent sur le rôle du service de proximité et des... Pardon, j'ai été trop lente. C'est la raison pour laquelle je vous propose, merci Monsieur le Président, de travailler dans le cadre de la conférence des territoires et s'il le faut... Pardon. Et s'il le faut, Monsieur Longeot, de revenir et de légiférer dans quelques mois. Merci. La parole est à Monsieur Julien Bargeton pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Jacqueline Gourault. Le gouvernement a engagé sans tarder, dès l'été, un certain nombre de réformes, dont certaines ont suscité des interrogations, notamment des élus locaux, interrogations parfois compréhensibles et parfois un peu caricaturales. Le gouvernement a voulu jouer carte sur table lors de la conférence nationale des territoires en mettant tous les sujets sur le métier, notamment la réforme de la taxe d'habitation, mais aussi l'engagement pour l'investissement qui participe à l'économie de nos territoires. Les collectivités locales ont besoin de visibilité sur leurs finances à long terme. Elles ont besoin de garanties sur la stabilité des dotations pour s'engager dans l'investissement qui participe de l'économie. Les baisses unilatérales et uniformes de dotation globale de fonctionnement dans la période précédente ont été mal vécues et ont laissé des traces. Par ailleurs, nous savons que cette logique partenariale commande d'appliquer aussi de la justice pour différencier dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement entre les 319 collectivités les plus importantes et les autres qui sont parfois aussi dans la difficulté. Il faut donc assurer la justice dans la redistribution, dans la péréquation, et c'est l'un des objectifs de ce projet de loi de finances. Madame la ministre,
Au moment où ce projet de loi de finances met enfin un terme aux baisses de dotation aux collectivités locales, ce qui est inédit, pouvez-vous nous assurer que cette stabilité durera pendant tout le quinquennat? Je vous remercie. Merci. Je demande à chacun de laisser Madame la Ministre répondre. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, comme vous l'avez affirmé, Monsieur le député, effectivement, Monsieur le sénateur, pardon, Monsieur le sénateur, excusez-moi. Monsieur le sénateur, pardon, la DGF sera stable dans le budget de 2018 et par ailleurs les dotations pour les collectivités territoriales, que ce soit la DETR, la DSIL ou encore la politique de la ville, augmenteront de manière très sensible pour atteindre 1,8 milliard d'euros. Vous avez donc raison de dire que c'est la fin de la période du rabot unilatéral sur l'ensemble des collectivités. Deuxièmement, c'est dans le cadre de la conférence des territoires que sera discuté avec les 319 collectivités territoriales qui sont invitées à passer un pacte financier avec l'État sur les critères qui permettront de signer ce pacte. Et bien entendu, pour répondre précisément à votre question, cet engagement vaut pour un an, bien évidemment, et il faudra faire le point toujours dans le cadre de la conférence des territoires sur les ajustements qu'il conviendra de faire à la fin de l'année fiscale pour voir si, je dirais, la maîtrise des dépenses, puisque c'est de ça dont il s'agit, la maîtrise des dépenses, et non pas la moindre dépense, mais la maîtrise des dépenses a été véritablement respectée. Je vous invite donc tous et toutes, quels que soient les niveaux de collectivité territoriale, à participer à la conférence des territoires, qui sera le lieu de concertation et de dialogue que l'État veut rétablir avec les collectivités territoriales. Merci, Madame la Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Guillaume Arnell pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. C'est l'occasion de réexprimer notre solidarité avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Merci mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, le 6 septembre dernier, mon territoire, comme celui de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en la circonstance, a été durement frappé par l'ouragan Irma, laissant derrière lui des bâtiments dévastés et de nombreuses victimes. Je profite de cet instant pour à la fois remercier l'ensemble des forces de secours qui se sont mobilisées pour intervenir et en même temps pour condamner les reproches qu'elles ont eu à souffrir quant à leur supposé manque de préparation et d'anticipation. Je le dis comme je le pense, peu importe leur prépositionnement, cela n'aurait rien changé à l'ampleur du phénomène et aux dégâts qu'il a occasionnés. Lors de sa venue, le président de la République a déclaré qu'il fallait faire vite, quitte à bousculer les règles. Ces paroles ne sont pas anodines, mais comme dans toute situation difficile, le temps de réponse semble toujours trop long, alors que le travail reste colossal. Aussi, Monsieur le Premier ministre, nous attendons des actions plus rapides sur la reconstruction et la réhabilitation des établissements et bâtiments publics, mais aussi des gestes forts en direction du monde économique et des populations les plus fragilisées. Et puis enfin, il me plairait, si vous en étiez d'accord, d'être associé, comme les autres représentants du territoire, au comité interministériel qui travailleront à la reconstruction. C'est ensemble que nous devons appréhender les nouveaux choix en collaboration étroite et en confiance. Aussi, Monsieur le Premier ministre,
Pouvez-vous aujourd'hui assurer les habitants de Saint-Martin que la réponse de la France sera rapide, mais surtout proportionnelle à l'ampleur des dégâts subis? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, l'ouragan Irma a laissé les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin bouleversées par une intensité et une ampleur de dégâts jamais égalées. Ces dégâts, ils sont matériels, ils sont évidemment aussi économiques, et je dirais qu'ils sont aussi psychologiques à certains égards, tellement l'ampleur de la destruction bouleverse la façon dont on voit l'endroit où l'on vit lorsqu'on a à subir une telle intensité climatique. La phase d'urgence est en partie seulement, mais en partie derrière nous. Elle a été rendue possible par l'intervention de plusieurs milliers d'agents de l'État, des collectivités territoriales, de gendarmes, de militaires, de médecins, d'experts qui sont venus le plus rapidement possible sur les deux îles afin d'apporter un soutien indispensable aux populations. Merci, Monsieur le sénateur, de souligner le rôle exemplaire que ces renforts ont pu avoir. Merci, merci beaucoup. Et merci, Monsieur le sénateur, d'avoir indiqué que la réponse de l'État a été, dans l'urgence, à la hauteur des enjeux que connaissaient les deux îles. Une fois la phase d'urgence passée, il faut reconquérir d'une certaine façon la vie quotidienne et revenir à un niveau, à une vie normale, pour autant que cela soit possible. Les commerces et les services ont recommencé à fonctionner. Les liaisons aériennes et maritimes commerciales ont repris, même si la reprise du trafic à l'aéroport de Juliena est plus lente que ce que l'on imaginait initialement. Les réseaux électriques et les réseaux de télécommunications fonctionnent, eux, plus rapidement que ce que l'on redoutait initialement. Ils ont été réparés, pas complètement, mais à un rythme plus soutenu que ce que nous redoutions. Un certain nombre d'enfants ont pu faire une rentrée dans des conditions qui sont évidemment très éloignées de la normale, mais ont pu recommencer les cours. Et j'ai eu l'occasion d'indiquer, Monsieur le sénateur, que je me rendrai à Saint-Martin pour la rentrée de la Toussaint, afin de vérifier les conditions dans lesquelles le plus grand nombre d'enfants pourront reprendre une scolarité normale dès la rentrée de la Toussaint. J'irai sur place avec Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. L'urgence, on a un sujet sur l'eau. La production d'eau reste insuffisante, même si là encore, elle a considérablement augmenté depuis la catastrophe, mais elle reste encore insuffisante et nous devons veiller non seulement à la production d'eau, mais plus encore à la distribution, compte tenu de l'état dans lequel les réseaux de distribution se trouvent aujourd'hui. L'urgence, c'est évidemment la reprise des activités économiques. On pense au tourisme, mais il n'y a pas que le tourisme, il y a beaucoup d'activités économiques dont le fonctionnement est complètement perturbé par la catastrophe. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 salariés sur l'île de Saint-Martin et sur l'île de Saint-Barthélemy qui bénéficient d'un régime de chômage, qui bénéficient du régime du chômage partiel qui a été modifié par rapport à ce qui est traditionnel en la matière pour tenir compte de la spécificité que connaissent les salariés sur place. Nous avons également mis en place un fonds d'urgence et mobilisons le réseau bancaire pour que les lignes de trésorerie des entreprises ne soient pas coupées et pour qu'elles ne connaissent pas de difficultés bancaires. Nous avons évidemment également mis en place un moratoire en matière fiscale et en matière sociale pour éviter que les entreprises, le système productif des deux îles, ne se retrouvent dans une situation trop pénible. Nous devons maintenant penser et mettre en place la reconstruction. C'est la raison pour laquelle nous avons désigné un délégué interministériel qui se tient au contact permanent avec l'exécutif de la collectivité territoriale. Je tiendrai demain, vous l'avez indiqué, Monsieur le sénateur, un comité interministériel de la reconstruction. Ce sera le 3e depuis le début du mois de septembre. L'objectif, c'est de voir dans quelles conditions nous pouvons reconstruire les équipements publics, les réseaux, en ne faisant jamais comme si rien ne s'était passé. Car ni dans les zonages de construction, ni dans les normes de construction, nous ne
pouvons faire comme si, au fond, ce qui s'était passé n'avait pas eu lieu. Nous devons tirer les conclusions de cette catastrophe, nous devons tirer les conclusions de ce que nous disent les experts lorsqu'ils indiquent que nous aurons à faire face à une intensité climatique de ces phénomènes de plus en plus forte dans les années qui viennent. Ce sera le sens du travail du comité interministériel de la reconstruction. C'est le sens des échanges que j'ai eus avec le président de la collectivité à Saint-Martin, M. Gibbs, et compter sur le gouvernement pour être extrêmement mobilisé sur ce sujet. La France, l'État doit être à la hauteur de l'enjeu que vivent aujourd'hui Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant à Monsieur Pierre Laurent. Monsieur Ernel, vous dites non? Ma question s'adresse... 3 secondes. Allez-y. Ma question s'adresse au... Non, attendez. 2 secondes. Restez. Oui, je vous entends, Monsieur le Premier ministre, mais il est toujours difficile de rassurer et de faire patienter celles et ceux qui ont été le plus impactés par le phénomène et qui s'inquiètent à juste titre de ce que sera fait demain. Chers collègues, pardonnez-moi, Monsieur Pierre Laurent pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. 2 minutes. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Dans le cadre du projet d'absorption d'Alstom par Siemens, le ministre de l'économie et des finances, Monsieur Le Maire, a annoncé son intention de ne pas lever l'option d'achat des actions détenues par le groupe Bouygues dans le capital d'Alstom. L'argument invoqué par le ministre de l'économie est que l'État a un rôle à jouer dans l'économie, mais ce rôle n'est pas d'être assis sur un strapontin. Cet argument désolant est irrecevable, car en rachetant les actions détenues par Bouygues, l'État deviendrait le premier actionnaire d'Alstom avant son absorption par Siemens, ce qui lui permettrait de peser sur les choix stratégiques ultérieurs. Monsieur Le Maire prétend que l'État serait plus efficace en se contentant de figurer dans un comité de suivi. Or, malgré la création d'un tel comité concernant le site de Belfort, les engagements pris sont loin d'être tenus. Par ailleurs, lors de l'absorption d'Alstom Energy par General Electric, des promesses avaient été faites par le groupe américain à M. Macron, alors ministre, de créer 1 millier d'emplois en France. À ce jour, General Electric a en fait supprimé autant d'emplois, comme à Grenoble dernièrement où notre collègue Guillaume Gontard a apporté son soutien aux salariés de General Electric Hydro. Une coopération étroite entre grands groupes industriels du ferroviaire est nécessaire, mais l'opération en cause n'est européenne que dans ses naïves intentions françaises, comme l'a écrit la GFI. Il faut en finir avec ce dogme consistant à prétendre que pour coopérer efficacement, il faut fusionner. Avec l'absorption d'Alstom par Siemens, près de 2 milliards d'euros qui pourraient servir à autre chose seront dilapidés en dividendes et primes de contrôle aux actionnaires, soit l'équivalent de 8 années de budget de R&D d'Alstom. Tout se passe comme si le gouvernement favorisait les intérêts financiers des actionnaires de contrôle du groupe Bouygues au détriment de l'intérêt national. Monsieur le Premier ministre, ne dilapidez pas les atouts stratégiques d'Alstom. Nous vous demandons instamment d'exercer l'option d'achat de l'État sur les titres détenus dans Alstom par le groupe Bouygues et de suspendre l'opération annoncée pour ouvrir un large débat démocratique sur les conditions d'une alliance entre égaux effective, sans exclure a priori, je termine, pour des raisons idéologiques, l'idée d'un contrôle public de dimension européenne sur la nouvelle entité qui serait créée. Pour vous répondre, la parole est à Christophe Castaner, secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Laurent, vous avez raison. Voilà un dossier sur lequel l'idéologie n'a pas sa place. Parce qu'il s'agit effectivement de créer un champion industriel européen. Et que quand il s'agit de défendre cette ambition européenne, quand il s'agit de défendre les emplois qui sont derrière, nous ne devons pas avoir d'approche idéologique. L'objectif de l'État, lorsqu'il a négocié avec Bouygues les titres et le portage, c'était au fond pour stabiliser le capital de l'entreprise, pour l'accompagner dans la conduite d'un projet et l'élaboration de ce projet stratégique, mais aussi avec un seul objectif, trouver une garantie pérenne pour l'emploi et pour notre économie. Ce sera désormais chose faite, Monsieur le sénateur, avec le rapprochement avec Siemens Mobility. L'État actionnaire a donc joué son rôle d'accompagnement de l'entreprise dans cette phase de transition stratégique nécessaire à ce moment-là pour une entreprise qui était menacée.
La nouvelle entreprise aura un actionnariat stable, avec un ancrage franco-allemand solide et un projet stratégique clair et des positions et des technologies reconnues. Voilà l'objectif. Notre objectif, c'est effectivement que l'État puisse rester un acteur majeur pour la nouvelle entreprise, dans la commande publique, en s'adossant aussi sur les régions qui seront, là encore, des acteurs majeurs. Mais dans ces conditions, la présence de l'État au capital, dans une situation d'actionnaire minoritaire, n'a strictement pas d'intérêt dans la gouvernance de cette entreprise. Et nous avons préféré, monsieur le sénateur, négocier des engagements clairs. Des engagements qui permettent justement, dans ce rapprochement, d'avoir un champion européen, mais un champion européen qui s'engage. Et c'était les conditions de l'accord avec Siemens, la condition que l'État ne lève pas cette option et ne soit pas au capital. Et c'est justement cette discussion qui a permis de trouver des garanties pour la pérennité des emplois, des garanties pour l'équilibre de la gouvernance, avec un siège qui reste en France, avec une direction générale qui sera française, avec une ambition qui permet justement de ne pas avoir un État qui fasse de la spéculation sur les titres de Bouygues, mais plutôt un État stratège qui vise un seul objectif, la pérennité des sites et des emplois. Merci. La parole est à Monsieur le Président Vincent Eblé pour le groupe socialiste et républicain. Il a la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, la Commission des finances se met en ordre pour examiner la loi de finances et la loi de programmation des finances publiques. La discussion sera animée puisque des modifications du contenu de ces textes sont déjà annoncées, par exemple en matière de fiscalité immobilière, alors même que le débat à l'Assemblée nationale n'a pas encore vraiment débuté. Pour les priorités, nous examinerons la fiscalité, en particulier du patrimoine, car la justice contributive doit guider l'action de l'État. Nous analyserons si les moyens supplémentaires sont mis là où il faut et si les économies proposées s'accompagnent des réformes qui permettront de ne pas sacrifier la qualité du service public. L'opinion publique y est sensible, nous le voyons dans les mobilisations de diverses natures, dont aujourd'hui même n'est pas exempt. Nous serons, lendemain d'élections sénatoriales oblige, particulièrement vigilants s'agissant des finances des collectivités territoriales. Nous veillerons aux modalités de la contractualisation et au fonctionnement du dispositif de bonus-malus, à la juste répartition des efforts entre collectivités et autres administrations publiques, sans parler de la réforme de la taxe d'habitation, qui ne doit ni réduire la capacité d'agir au plus près de nos concitoyens dans les territoires, ni ajouter à la différence de moyens entre collectivités. Sur ce sujet, nous devrons disposer de toutes les simulations que je ne manquerai pas de vous demander comme président de la Commission des finances. Sur les engagements européens, mon groupe a soutenu pendant 5 ans une politique qui conciliait redressement des finances publiques et préservation de la croissance. Cette approche fait peut-être son chemin, puisque la dépense publique sera plus dynamique que vous l'aviez annoncé en juillet, et même que ce que l'ancien gouvernement annonçait en avril. Vous proposez également, au nom de la croissance, un ajustement structurel inférieur à celui que demanderait une application stricte du droit européen. Alors, sommes-nous soutenus par nos partenaires et par les autorités européennes dans cette lecture souple des règles? Et pour faire le lien avec notre débat de demain, la politique budgétaire du gouvernement place-t-elle notre pays en position de force pour faire évoluer la gouvernance de la zone euro? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, une réponse très brève, puisque au fond votre question consiste à nous dire tout ce à quoi vous allez être attentif dans le cadre de la discussion budgétaire. Elle aura lieu. Elle aura lieu, vous serez effectivement attentifs, et c'est très bien ainsi, car c'est l'essence même de la discussion budgétaire que de confronter un projet de budget présenté par le gouvernement et la responsabilité presque première des parlements, en tout cas des deux assemblées, de discuter, d'approuver, de corriger, voire éventuellement de rejeter, ce que je ne souhaite pas, le budget que nous proposerons. Les grands choix d'orientation de ce budget sont clairs. D'abord, nous tenons les engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos partenaires européens. Nous avons tenu dès 2017, Monsieur le Président, là où la Cour des comptes nous indiquait que le budget tel qu'il avait été pensé et tel qu'il avait été exécuté dans la première partie de l'année nous conduisait, vous le savez, Monsieur le Président, vous êtes attentif aux chiffres,
et à ce que peut dire la Cour des comptes, à un résultat d'environ 3,2% de déficit si nous prenions des mesures énergiques. Ce qui veut dire qu'on était parti plutôt sur un rythme de 3,4. Vous le savez, je le sais, permettez-moi de le rappeler car dans votre question, vous avez omis de le mentionner. Nous avons décidé de procéder à des économies et nous avons décidé dès 2017, sans augmenter les impôts, de respecter les engagements européens que la France avait souscrits. Nous terminerons l'année 2017 avec un déficit inférieur à 3%. Pour l'année 2018, nous présentons un budget qui est conforme aux engagements qui ont été pris par le Président de la République devant les Français. Un budget qui innove sur un certain nombre de points. Et je veux redire ici combien nous souhaitons mettre en place un mécanisme de maîtrise de l'augmentation des dépenses publiques des collectivités territoriales qui ne passe pas par une diminution de la DGF, mais bien par une discussion et un mécanisme concerté, contractuel, avec les 319 collectivités territoriales qui représentent plus de 2/3 de la dépense publique, afin justement de ne pas faire peser sur toutes les communes de France ou toutes les collectivités territoriales la baisse de la DGF, mais bien d'essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons, avec les principales d'entre elles, maîtriser cette progression de la dépense, non pas diminuer les dépenses, mais maîtriser cette progression de la dépense. C'est un mécanisme nouveau. Comme tous les mécanismes nouveaux, il appelle des discussions, il doit être imaginé, il doit être mis en place, il doit être discuté. Et je comprends parfaitement qu'il suscite soit de l'inquiétude, soit peut-être même des interpellations dubitatives. Il serait probablement plus facile de faire comme nous faisions avant, ou comme certains faisaient avant, c'est-à-dire de diminuer au rabot la DGF. Ce n'est pas le chemin que nous prenons, parce que nous ne pensons pas que ce soit une bonne chose pour les collectivités territoriales. Et donc, mesdames et messieurs les sénateurs, discutons-en. Et j'ai entendu tout à l'heure les exclamations, paisibles, mais néanmoins les exclamations, sur la mention à la conférence des territoires. Si on ne discute pas de ce mécanisme dans la conférence nationale des territoires, il n'y aura pas de discussion. Et s'il n'y a pas de discussion, ça veut dire que ça se passera évidemment de façon brutale. Et donc j'invite l'ensemble de ceux qui appelaient de leur vœu la conférence nationale des territoires à faire le pari de cette conférence, à faire le pari de cette procédure pour discuter sérieusement de la façon dont nous allons ensemble faire évoluer et les dépenses publiques et peut-être dans quelques mois, dans quelques années, la fiscalité locale dans son ensemble. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant à notre collègue Madame Corinne Imbert pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé et concerne la remise en question de l'universalité des allocations familiales. Comme chacun d'entre nous le sait, cela concerne les familles ayant au moins 2 enfants à charge de moins de 20 ans. Déjà modulées en fonction des revenus lors du quinquennat précédent, les allocations permettent aux familles de bénéficier d'une aide financière mensuelle plus ou moins importante. Or, les ménages les plus aisés pourraient bien se voir privés définitivement de ce droit. C'est en tout cas une proposition qui a récemment refait son entrée dans le débat public. Ce qui est gênant, c'est de revenir sur le principe même de l'universalité de ces allocations. Notre politique familiale est l'un des piliers de notre modèle social qui vient en soutien à toutes les familles ayant 2 enfants. Évitons donc les caricatures grossières en opposant les foyers aisés aux plus modestes. La modulation a déjà marqué une évolution plus que symbolique en prenant en compte le niveau de ressources des familles lors du quinquennat précédent. Aussi, je souhaite connaître, Madame la Ministre, les intentions du gouvernement concernant ce sujet qui touche un grand nombre de familles de notre pays. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Imbert, notre politique familiale est généreuse. 60 milliards d'euros en 2015, ça représente 2,7% du PIB. Elle se compose de modes de soutien diversifiés, dont la fiscalité, qui se cumulent entre eux au service des familles. Ce soutien public aux familles permet de maintenir leur niveau de vie et de concilier vie familiale et vie professionnelle. J'y suis très attachée, comme je suis attachée au principe d'universalité pour la sécurité sociale en général.
La politique familiale a évolué ces dernières années parce que la famille a évolué. On constate que certaines familles sont plus fragiles, notamment les familles monoparentales. C'est la raison pour laquelle le montant plafond du complément de libre choix du mode de garde sera majoré de 30%. Cette mesure permettra à tous les parents qui élèvent seuls leurs enfants en bas âge d'être mieux aidés financièrement lorsqu'ils recourent à un assistant maternel ou une garde à domicile ou une microcrèche. Nous revaloriserons aussi 2 prestations ciblées sur les parents isolés, l'allocation de soutien familial et le complément familial majoré. Les choix qui se dessinent dans le PLFSS seront poursuivis dans le cadre de la renégociation de la convention avec la branche famille de la Sécurité sociale qui va s'ouvrir au mois d'octobre. Plusieurs des mesures concourent à l'universalité. Le maintien des aides permettant de solvabiliser les modes de garde en préservant le libre choix des parents de tous les parents. La création de places de crèche, en particulier dans les territoires sous-dotés. Mais nous assumons aussi un meilleur ciblage des aides monétaires destinées à soutenir les familles qui en ont le plus besoin, notamment les parents isolés et les parents à faible revenu. Dans ce cadre, je souhaite entamer avec le Parlement et l'ensemble des acteurs un débat et une réflexion sur la politique familiale en général et sur les allocations familiales au service de cette politique. Il faudra prendre le temps, car la politique familiale ne se décide pas dans l'urgence. Vous l'avez dit, c'est un pilier de notre modèle social. Elle doit se discuter, être largement concertée avec tous les acteurs concernés. C'est la méthode de travail à laquelle je me suis engagée depuis mon arrivée à la tête de ce ministère et je m'y tiendrai. Madame Habert. Madame la ministre, j'ai bien noté votre attachement à l'universalité des allocations familiales. Effectivement, soyons fiers de notre politique familiale généreuse. Mais à quelques jours de la discussion du PLFSS ici au Sénat, n'ayez pas, Madame la ministre, une seule vision comptable de cet aspect de la politique familiale. Si aujourd'hui le taux de natalité dans notre pays est supérieur à celui de nos voisins européens, c'est bien en raison d'une politique familiale historique. C'est en août 1946 qu'une loi a défini les 4 prestations de la branche famille de la sécurité sociale, dont les allocations familiales versées à l'époque sans condition de ressources à partir du 2e enfant. Mon groupe Les Républicains est attaché à la politique familiale, il est attaché à l'universalité de l'attribution des allocations familiales. La modulation qui s'applique depuis juillet 2015 suffit, restons-en là, les enfants sont l'avenir de notre pays. Merci. Madame Delors. La parole est à Madame Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci, Président. Madame la ministre du Travail, je souhaite aujourd'hui vous interpeller sur une décision préjudiciable que vous allez prendre pour les 126 maisons de l'emploi dans le cadre du projet de loi de finances 2018. Ce dispositif, mis en place par Jean-Louis Borloo dans la loi de cohésion sociale de 2005, a démontré depuis toute sa pertinence. Nombre de rapports d'évaluation en témoignent. Pertinence en matière de plan de formation, pertinence dans l'analyse des besoins des entreprises et pertinence évidemment dans la GPTEC, gestion prévisionnelle territorialisée des emplois et des compétences. En clair, ces maisons sont des lieux reconnus d'ingénierie et de construction collective de l'emploi. Elles étaient initialement financées de manière paritaire par l'État et les collectivités. Pourtant, aujourd'hui, ce sont les collectivités qui assument le budget des maisons de l'emploi à hauteur de 65%. De 82 millions d'euros en 2007 à 21 millions en 2017, vous prévoyez un financement en 2018 de 10,5 millions d'euros et de 0 € en 2019. Persévérer dans votre décision, c'est ne plus permettre à la ville de Bordeaux de porter les 215 000 heures d'insertion ouvertes auprès des jeunes de nos quartiers. Persévérer dans votre décision, c'est empêcher le pli de Strasbourg d'assurer la mobilité professionnelle vers l'Allemagne des jeunes en insertion. Et je pourrais vous citer bien d'autres exemples. Force est de constater un nouveau désengagement de l'État sur une politique prioritaire. Est-ce ce signal, Madame, que vous voulez envoyer comme ministre du Travail à tous nos jeunes et à tous nos chômeurs de longue durée? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail, Madame Muriel Pénicaud. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Nathalie Delattre, vous l'avez rappelé, les maisons de l'emploi ont été créées en 2005. L'idée initiale, c'était de faire un guichet unique. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, et notamment en 2008, il s'est créé la création de Pôle emploi. À ce moment-là, la notion de guichet unique s'est déjà déplacée.
Ensuite, les opérations de labellisation se sont arrêtées en 2009. Ensuite, tous les gouvernements, quel que soit leur bord, ont diminué peu à peu leur participation financière, considérant qu'il y avait des risques de doublons et qu'il fallait mobiliser toutes les forces ensemble. Donc je rappelle que la dotation était de 86 millions en 2009 et qu'elle a descendu progressivement jusqu'en 21 millions en 2017. J'entends beaucoup de murmures de gens qui ont soutenu ces gouvernements. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, les maisons de l'emploi, il y en a 116, ont pour la plupart évolué d'une façon complémentaire, qui est plutôt d'aller sur les sujets de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des bassins d'emploi. Et d'ailleurs, à ce titre, elles peuvent tout à fait bénéficier des financements de GPEC ou des financements européens. Donc aujourd'hui, oui, nous continuons la tendance qui a été amorcée. Mon ministère a rencontré le réseau Alliance Ville-Emploi qui coordonne ces maisons de l'emploi il y a quelques jours pour voir comment on faisait la transition. Mais le plus important pour moi, c'est surtout de travailler ensemble sur l'ensemble de la mobilisation locale que font les élus locaux avec le service public de l'emploi, avec les missions locales, avec Pôle emploi, sur l'ensemble du secteur de l'insertion. Ce sont les écoles de la deuxième des chances, les EPID, l'insertion par l'économique. Et là, compte tenu de la croissance qui repart, il y a des bassins d'emploi où nous devons faire tous nos efforts pour permettre aux jeunes demandeurs d'emploi, aux jeunes décrocheurs, aux demandeurs d'emploi de longue durée de profiter de ces opportunités. C'est ce que nous ferons ensemble et c'est mon souhait le plus fort. Madame Delattre, pour un peu plus de 20 secondes. Merci. Dire juste à Madame le ministre que vous prendrez vos responsabilités. À un moment, nos collectivités ne pourront plus qu'prendre vos responsabilités car elles seront à genoux. La balle est donc dans votre camp. Merci. La parole est à notre collègue Martial Bourquin pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le ministre, le rapprochement Siemens-Alstom pour constituer un Airbus du ferroviaire, afin de faire face à la concurrence asiatique notamment, interroge. Et je dois dire, Monsieur le ministre, que vos réponses tout à l'heure n'ont pas dissipé ces interrogations. Il y a eu la vente de la branche énergie d'Alstom. Ça n'a pas été un succès, c'est un euphémisme. Ça tourne au désastre. Ma question est simple et directe. Pourquoi refusez-vous d'acheter les actions Bouygues avant le 17 octobre pour que tout simplement nous ayons un droit de regard sur ce projet de fusion? Si nous n'avons pas ce droit de regard, inévitablement Siemens, qui a la majorité absolue, on connaît aussi la volonté de l'Allemagne de faire en sorte que son industrie soit la plus forte, nous aurons inévitablement de graves problèmes. Alors, nous l'avons fait pour PSA. À l'époque, Pierre Moscovici avait proposé une entrée dans le capital de PSA. Les résultats sont là. Eh bien, arrêtons de brader les joyaux industriels et faisons en sorte que nous prenions ces actions et que nous ayons un droit de regard sur cette fusion. Pour vous répondre, la parole est à monsieur Christophe Castaner. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bourquin, nous croyons, et c'est manifestement une différence entre vous et nous, à la construction européenne. Nous croyons à la réussite française dans la construction européenne. Le nationalisme économique ne fait en aucun cas une mesure. Et Monsieur Bourquin, vous citiez un exemple assez pertinent, celui de Peugeot. Que pensez-vous de Peugeot qui vient d'acquérir une grande société en Allemagne qui s'appelle Opel? Pensez-vous que les Allemands ont considéré qu'il y avait une menace pour leur économie ou plutôt un enjeu de coproduction industrielle pour faire un leader mondial de l'automobile? Voilà ce dont on parle. Et aujourd'hui, si j'entends votre préconisation ainsi que celle qui a été portée tout à l'heure, nous bloquerions immédiatement le rapprochement entre Siemens et Alstom, parce que la condition de l'engagement et de ce rapprochement pour faire un grand leader européen sur la question ferroviaire, c'est justement que la France ne lève pas l'option. Alors oui, nous pourrions avoir une approche spéculative,
Oui, nous pourrions envisager de toucher le bénéfice de 8 €. Mais je ne vais pas vous faire de remarques ou de leçons d'économie. Mais toute la difficulté, c'est que si nous levions cette option, de toute façon, le cours même, au moment où nous revendrions nos actions, serait largement inférieur. Donc ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est d'accepter que nous sommes dans une économie mondialisée. Dans cette économie mondialisée, et n'en déplaise à ceux qui pensent qu'on peut raisonner sur un enjeu comme le ferroviaire à la seule échelle de la France, dans cette économie mondialisée, nous avons des concurrents, et notamment un grand concurrent chinois, C2RC, qui aujourd'hui devient le leader mondial, qui n'est pas encore venu sur le marché européen, mais qui a été sur les marchés américains et qui est devenu immédiatement le numéro 1. Alors on peut penser qu'on va se replier sur soi-même avec nos petits bras musclés et qu'on va faire confiance aux entreprises, ou au contraire, faire le pari audacieux de penser que le rapprochement de deux fleurons industriels qui ont des complémentarités évidentes entre la France et l'Allemagne, et de ne pas avoir peur de cette ambition-là, celle qui a permis à nos entreprises, à 96 entreprises françaises, d'acquérir en Allemagne dans l'année écoulée, de contribuer plutôt à la création de cet Airbus ferroviaire européen. Merci, Monsieur Bourquin. Monsieur le ministre, votre angélisme sidère. Dans l'accord, Alstom conserve la possibilité de supprimer des emplois sur les sites en sous-charge, comme Belfort. General Electric Grenoble, 345 emplois supprimés sur 800. L'entrée d'un fonds de pension américain dans GE qui va permettre bientôt d'avoir une vue purement financière. On a perdu la branche énergie d'Alstom. Est-ce que demain, on va perdre la branche ferroviaire d'Alstom? Ce que je vous propose, c'est la création d'un EADS français-allemand avec les deux États qui prendront les garanties pour que l'ensemble des sites soient préservés et que les emplois soient préservés. Mais prenez vos responsabilités. Arrêtez de voter en touche. La parole est à Madame Christine Lavarde pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Dans le projet de loi de finances pour 2018, votre gouvernement s'apprête à concentrer le paiement de la taxe d'habitation sur seulement 20% des Français à horizon de 3 ans. Ce que vous présentez comme une grande mesure de générosité, censée contrebalancer la suppression de l'ISF sur les valeurs mobilières, pose de réelles questions de fond auxquelles vous n'avez pas donné de réponse. Tout d'abord, vous avez qualifié la taxe d'habitation, je vous cite, de mauvais impôt et d'impôt injuste. Par quel miracle les défauts attribués à cet impôt ont-ils disparu pour justifier son maintien sur une partie de la population avant toute autre réforme? Cette décision va encore accroître l'hyperconcentration fiscale qui pèse sur les classes moyennes, alors même que plus de 4 millions de ménages ont d'ores et déjà une taxe égale à 0 et que les foyers les moins aisés bénéficient d'allègements. Les contribuables qui gagnent plus de 20 000 € par an et qui acquittent déjà par ailleurs l'impôt sur le revenu vont donc être les seuls à payer la taxe d'habitation. Ne pensez-vous pas que ce que vous présentez comme une mesure de justice s'avère en réalité être très injuste? Par ailleurs, une fois encore, ce sont les collectivités locales qui vont faire les frais de cette réforme. D'une part, elles nourrissent des inquiétudes quant au respect des services publics locaux. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. D'autre part, vous leur ôtez une part significative de leur autonomie fiscale en diminuant leur pouvoir de taux. Comment comptez-vous, dès lors, préserver cette autonomie qui est garantie par la Constitution? La parole est à Madame Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre d'État. Vous avez la parole, ma chère collègue. Madame la sénatrice, la réforme de la taxe professionnelle avait été annoncée par le président de la République et effectivement, c'est une réforme qui est basée... La réforme de la taxe d'habitation est une réforme qui avait été basée... Merci beaucoup. La réforme de la taxe d'habitation sera une réforme qui donnera au fond du pouvoir d'achat à un certain nombre de nos concitoyens. Et par ailleurs, c'est une réforme qui sera sous forme de dégrèvement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui déjà dans la taxe d'habitation, pour les communes, il y a des dégrèvements.
C'est-à-dire que l'État prend la place des concitoyens qui sont exonérés. Sur 3 ans, donc, ce sera la même chose. La première année, les citoyens exonérés seront exonérés de 30%, puis de 60%, puis de 100%. L'État prendra la place des citoyens exonérés. C'est donc une opération qui est blanche pour les collectivités locales. Bien entendu, cette opération, comme l'a dit le Premier ministre il y a quelques instants, est aussi une manière de repenser la fiscalité locale. Comme vous le savez, depuis des années, on pense à réviser les bases cadastrales de la taxe d'habitation, ce qui n'a jamais été fait. Par les gouvernements, mais reconnaissons-le, aussi par les élus qui mettaient pédale douce quand ils voyaient les conséquences que cela aurait. Donc, Madame, pour la taxe d'habitation, c'est une réforme qui est véritablement sans effet sur les ressources des collectivités locales. Et je garde, s'il vous plaît, et les collectivités locales gardent la liberté de taux pour les taxes d'habitation. Merci, Madame la Ministre. Ma chère collègue. Oui, merci. Cette réponse n'est pas vraiment de nature à me rassurer. Ça sera certainement blanc la première année, mais qu'en est-il les années suivantes? Et de toute façon, finalement, ça n'a fait qu'illustrer les choix de votre gouvernement, à savoir trouver des boucs émissaires, ici les collectivités locales, et concentrer l'impôt sur une infime partie de la population, celle qui vit du fruit de son travail et qui a pu acquérir un logement et paye par ailleurs la taxe foncière. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Nos prochaines questions d'actualité auront lieu le 17 octobre. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise dans 10 minutes, 17h55. La séance. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat. Une séance lors de laquelle on vient de l'entendre. Jacqueline Gourault, l'ancienne sénatrice devenue ministre des collectivités territoriales, a été particulièrement chahutée. On va d'ailleurs retrouver Saveria Rojek qui a suivi pour nous cette séance en direct de la tribune de presse. C'est à vous, Saveria. Absolument, Delphine. Mais avant de parler bien sûr des collectivités locales, avec 3 questions qui portaient sur ce thème, il faut bien le dire, il flottait en début de séance, en tout cas sur cette séance de questions d'actualité, une ambiance de rentrée des classes pour cette première séance des nouveaux sénateurs élus, des nouveaux sénateurs qui ont été salués à l'ouverture de la séance par Gérard Larcher, le président du Sénat, mais également par Édouard Philippe, le Premier ministre. Ambiance beaucoup plus solennelle, beaucoup plus grave quand Bruno Gilles, pour les Républicains, a interpellé le gouvernement sur l'attentat de Marseille. Le pire aurait-il pu être évité, a demandé Bruno Gilles. Un dimanche d'ombre, lui a répondu Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Et puis autre grand thème d'actualité aujourd'hui, vous l'avez dit, les collectivités locales, avec 3 questions sur l'effort financier qui leur est demandé, des interventions, il faut le dire, longuement applaudies. Les questions ont été longuement applaudies par les sénateurs présents. Jacqueline Gourault, vous l'avez dit également, elle a eu bien du mal à s'exprimer, à répondre face à un hémicycle particulièrement remonté, face aux huées même à certains moments des sénateurs, même huées pour la toute première question du nouveau sénateur En Marche, Julien Bargeton. Jacqueline Gourault qui a de nouveau tendu la main aux élus locaux en les invitant à participer à la conférence des territoires. Et puis enfin, l'avenir d'Alstom, également l'avenir d'Alstom après l'accord passé avec l'allemand Siemens. Pierre Laurent pour le groupe communiste, mais également le socialiste Martial Bourquin ont demandé au gouvernement de suspendre cet accord. Christophe Castaner a lui rappelé que l'État actionnaire a joué son rôle et restera un acteur majeur du dossier, un acteur stratégique du dossier. Voilà Delphine pour cette première séance de questions d'actualité. Merci à vous, Saveria. Et on va continuer l'analyse et le décryptage de cette séance avec mes invités. Philippe Mounier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres. Alain Marc est également sur ce plateau. Bonjour. Vous avez été élu sénateur de l'Aveyron. Vous avez rejoint le groupe République et Territoire, les Indépendants, au Sénat. Merci à tous les deux. Première question pour vous, Philippe Mounier, puisqu'on a vu effectivement Jacqueline Gourault un petit peu chahutée dans l'hémicycle sur cette question de la baisse des dotations aux collectivités territoriales. Cela ne vous a pas rassuré, ce qu'elle a dit, 1,8 milliard d'euros. Ça sera
la fin du rabot unilatéral, dit la ministre. Oui, je crois que quelque part, l'ambiance qu'on a ressentie dans l'hémicycle correspond à l'inquiétude des collectivités et des sénateurs. Les annonces sont relativement inquiétantes. On manque de visibilité sur les propositions du gouvernement. Alors, on voit bien en matière de diminution et en matière de rabot, mais en matière de compensation, notamment sur la taxe d'habitation, aujourd'hui, beaucoup d'interrogations. Sur le court terme, non, puisque le gouvernement veut rassurer pour 2018, mais à moyen terme, nous savons bien que l'expérience prouve que souvent, eh bien, les collectivités sont en difficulté au regard des compensations de l'État. Ouais, votre réaction, Alain Marc, Édouard Philippe aussi a essayé de vous rassurer, notamment en ce qui concerne la baisse de la DGF. Il y a la baisse de la DGF, mais vous savez, il y a des signes qui parfois ne trompent pas et sont mauvais. Vous savez que la dernière proposition de loi qui a été votée par le Sénat concerne l'eau et l'assainissement. Cette proposition de loi a été votée à l'unanimité, y compris par Jacqueline Gourault quand elle était sénatrice. Or, alors, pardon Alain Marc, je vous interromps, puisque justement Édouard Philippe est au micro de Mickaël Zamès en direct sur notre antenne. C'est à vous, Mickaël. Monsieur le Premier ministre, on a entendu la grogne, encore une fois, des élus locaux, la ministre Jacqueline Gourault qui a été un petit peu chahutée sur les bancs. Vous avez lancé une forme d'ultimatum, c'est bien ce qu'on a compris aujourd'hui ? Pas du tout. Pas du tout. D'abord, je n'aime pas les ultimatums. J'ai simplement indiqué que dans le projet de budget 2018 que nous allons soumettre à la discussion et au vote parlementaire, il n'y avait pas de diminution des dotations aux collectivités territoriales. Globalement, l'ensemble des collectivités territoriales toucheront autant en 2018 qu'elles ont touché en 2007. Il y aura même une légère progression. Mais nous avons indiqué que nous souhaitions organiser avec les principales collectivités territoriales, ça ne sert à rien d'imaginer un mécanisme qui toucherait les 36 000 communes de France. Nous avons imaginé un mécanisme, nous voudrions imaginer un mécanisme qui concernerait simplement les 319 plus grandes collectivités territoriales, les régions, les départements, les villes, les agglomérations de plus de 150 000 habitants pour les villes. Pourquoi ? Pour leur dire, regardons ensemble quel chemin de maîtrise des dépenses est envisageable pour vous, compte tenu de vos caractéristiques, des efforts passés, compte tenu de vos perspectives. Essayons de faire en sorte de convenir entre telle grande ville et l'État que la progression de vos dépenses se fera l'année prochaine sur un rythme d'environ 1,2, 1,3, 1,1, ça dépendra des communes. Et si vous respectez cela, pour participer à la maîtrise des dépenses publiques auxquelles l'ensemble des administrations sont astreintes, si vous respectez cela, alors nous garantissons le montant de la dotation d'investissement dans les années suivantes. Et si vous ne respectez pas cela, alors dans ce cas-là, nous corrigeons l'année suivante. Voilà. C'est beaucoup plus intelligent que la baisse au rabot des dotations globales de fonctionnement qui a été la norme pendant très longtemps. Donc nous voulons imaginer un mécanisme plus intelligent au sens où il est plus responsabilisant. Évidemment, comme c'est neuf, ça suscite la surprise, parfois l'incompréhension, parfois, allez, disons-le, petite dose de mauvaise foi. Chez des Qu'est-ce que vous pensez de la mauvaise foi ? Non, rarement. Heureusement, rarement. La politique. Notamment chez ceux qui militaient justement pour qu'on puisse mettre en place ce dispositif. Donc moi je viens très tranquillement dire aux sénateurs, aux députés, à l'ensemble des élus locaux, imaginons ensemble cette relation qui nous permettra de maîtriser la hausse des dépenses publiques. Et je me permets, mais de maîtriser la hausse. Dans le Conseil national des territoires, sinon c'est vous qui déciderez, point, à la ligne. C'est-à-dire que quand vous voulez discuter avec des contreparties, quand vous voulez discuter avec des partenaires de quelque chose, il faut discuter. Voilà. Et donc j'espère qu'on pourra discuter. La conférence des territoires, elle a été lancée ici au Sénat, justement pour permettre cette discussion avec les collectivités. Et à ceux qui ont claqué la porte, vous leur dites quoi ? Mais je leur dis que nous sommes là pour discuter et j'ai bon espoir que cette discussion aura lieu dans de bonnes conditions. J'observe que vendredi dernier, j'étais à Nantes devant l'association des communautés de France, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, et que la relation et que la discussion s'est nouée et qu'il y avait une envie de travailler, d'imaginer les bons mécanismes pour les 72 communautés d'agglomération ou communautés de communes les plus importantes. Comment est-ce qu'on peut imaginer un mécanisme de maîtrise de la dépense publique ? Et j'irai la semaine prochaine devant le congrès des départements de France et là encore, j'aurai l'occasion d'expliquer, de discuter avec les élus locaux qui, encore une fois, sont des partenaires et avec lesquels nous devons travailler. C'est l'intérêt de ces collectivités, c'est l'intérêt du gouvernement, mais c'est surtout l'intérêt du pays. Un mot, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci. Delphine, on se retrouve dans un instant avec d'autres invités. Merci à vous, Mickaël. Alain Marc, on vient d'entendre Édouard Philippe. Le gouvernement met donc en place un mécanisme pour accompagner les collectivités territoriales, les aider à mieux maîtriser leurs dépenses. Qu'en pensez-vous ? Il a aussi parlé de mauvaise foi, le Premier ministre. Il a parlé de mauvaise foi, mais je ne crois pas qu'il y ait de la mauvaise foi. Je crois qu'il y a beaucoup de mauvais signes qui sont envoyés aujourd'hui, notamment au Sénat et aux collectivités locales. J'évoquais tout à l'heure
les problèmes de la loi NOTRe. Nous avons essayé, avec une PPL, de voter encore une fois à l'unanimité par les sénateurs, dont Jacqueline Gourault à l'époque. Nous avons décidé de rendre optionnel l'eau et l'assainissement qui doivent être normalement prévus, repris par les comités de communes en 2020. Or, aujourd'hui, nous apprenons que la commission des lois de l'Assemblée refuse cela. Nous, on n'est pas d'accord du tout. Donc, si vous voulez, c'est ce genre de signe de la part du gouvernement disant qu'il veut travailler avec les élus locaux et avec les parlementaires qui ne nous apparaît pas tellement sain dans la relation que nous devons avoir les uns et les autres. Un problème de contexte, donc votre réaction, Philippe Mouiller, quand vous entendez le Premier ministre parler peut-être aussi de la mauvaise foi de certains élus locaux en ce qui concerne la maîtrise de leurs dépenses. Alors je ne sais pas si l'inquiétude c'est de la mauvaise foi, je crois qu'il faut entendre toutes les positions. Moi lorsque j'entends la réaction du Premier ministre, moi je peux que saluer l'idée d'avoir un dialogue, une construction je dirais d'un projet de maîtrise des dépenses publiques. Mais en même temps je suis inquiet lorsqu'il évoque les plus grandes collectivités. Moi qui suis élu d'un territoire rural, je m'inquiète aussi du devenir de nos petites collectivités, de nos petites intercommunalité. Donc le principe, pourquoi pas, mais il faut que le jeu soit respecté. La conférence des territoires a été lancée ici au Sénat. 3 jours plus tard, on apprenait déjà des premières mesures de rabot pour les dotations, notamment la DETR. Donc si on veut réellement qu'il y ait un vrai dialogue, il faut à la fois la discussion... C'est que les régions d'ailleurs ont quitté cette conférence des territoires. Est-ce que ça pourrait aussi venir de la part des parlementaires, des sénateurs? Je crois qu'on n'en est pas là aujourd'hui, mais en tous les cas, s'il y a confiance, il y aura de la discussion dans la durée. C'est inversement, on a le sentiment que c'est une mascarade pour pouvoir orienter les positions du gouvernement, forcément le dialogue sera très vite interrompu. Alors on retourne très rapidement salle des conférences avec vous, Michaël Zamès à vos côtés. Michel Amiel, peut-être aussi un mot sur l'autre actualité au Sénat cet après-midi, c'était l'audition de Didier Migaud. Et audition de Didier Migaud qui a lieu dans quelques minutes, c'est pour ça qu'on va faire très court avec M. Amiel qui avait voulu répondre à nos questions. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du président de la Cour des comptes, notamment qui a eu ces rapports quand même assez forts contre le gouvernement passé, contre le quinquennat de François Hollande? Oui, essentiellement pour des questions d'écriture comptable. Et d'ailleurs, j'avais signalé cette question en commission des affaires sociales à laquelle je siégeais, en particulier ce point essentiel concernant la débudgétisation d'un fonds sur l'innovation. Donc effectivement, ça risque d'être un constat un petit peu sévère et cela nous engage, La République En Marche, à être plus vigilants sur le plan de la transparence des finances publiques en matière de PLFSS. Et est-ce que vous estimez, vous, ce que vous allez demander comme question à M. Migaud, ce qu'il pense du budget qui est mis en place pour 2018, est-il suffisant à vos yeux? Répond-il aux questions notamment des fonctionnaires qui sont dans la rue aujourd'hui? Alors, il faut trouver un juste équilibre entre les questions d'ordre budgétaire et, je dirais, le bon fonctionnement des choses. Si vous faites allusion au PLFSS, il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des questions de santé, qu'il y a tous des secteurs de population qui sont éventuellement en difficulté et qu'il faut trouver un juste équilibre. Pour ma part, en tant que spécialiste des questions de santé, je pense que les choses vont plutôt dans le bon sens. Audition que vous nous raconterez certainement, vous nous direz un petit peu tout ce qui s'est passé dans cette audition. Il est 18h, c'est l'heure pour vous d'y aller. Merci beaucoup, M. Amiel, d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci à vous, Mickaël. On continue sur ce plateau. On évoquait ces annonces du Premier ministre Édouard Philippe. Alain Marc, est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez ce budget qui est présenté à l'Assemblée nationale, qui va venir au Sénat après, satisfaisant? On sait déjà qu'il y a quelques critiques à droite. On a entendu ce matin Bruno Retailleau, chez nos confrères de France Inter, dire qu'il ne le voterait pas. Écoutez, nous attendons de voir et juger sur pièce. Nous allons proposer des amendements. Mais vous savez, nos territoires ruraux, comme le disait tout à l'heure mon collègue Philippe Mouiller, souffrent beaucoup aujourd'hui. Ils ont beaucoup d'inquiétudes. Ils ont envie de travailler avec une stabilité institutionnelle, qu'on ne leur dise pas que les communautés de communes sont encore trop petites et qu'ils doivent à nouveau se regrouper. Et puis surtout, ils veulent savoir où ils vont d'un point de vue budgétaire. Ça, c'est essentiel. Parce que jusqu'à présent, il y a plein de mesures qui sont très compliquées, comme le FPIC, etc. C'est-à-dire la péréquation horizontale, qui est complètement injuste et qu'il faut revoir. Tous ces aspects-là sont à revoir. Donc nous attendons de voir. Et puis un mauvais signe qui a été donné pour les toutes petites communes rurales, ça a été la suppression de la réserve parlementaire. C'était quelque chose d'essentiel pour des gens qui n'arrivaient même pas, pour certaines collectivités, à se payer une tondeuse à gazon. Vous savez qu'aujourd'hui, celle-ci n'existera plus. Et donc nous avons vraiment de l'inquiétude. Vous serez vigilant, Philippe Mouiller, très rapidement, pareil. Oui, évidemment vigilant. Je crois qu'il faut attendre la fin de la discussion pour prendre position. Mais c'est vrai qu'il y a des signes qui sont évoqués au travers notamment de la CSG, au travers le débat sur les
l'ISF, le débat sur les collectivités, quand même beaucoup d'interrogations, des choses qui sont plutôt favorables, mais est-ce qu'on va assez loin en matière de maîtrise des dépenses publiques? On a vraiment beaucoup de sujets. Je crois que le débat sera passionnant et à l'issue de ça, on pourra en tirer des conclusions. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous, Philippe Mounier. Merci beaucoup, Alain Marc. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, 16h30.